Merci pour l'invitation. On est content d'être là, de représenter le nouveau CIRIC Institut de Paris. Alors, ce qu'on va essayer de vous présenter, donc je vais d'abord un peu vous présenter rapidement ce que le cancer du pancréas et ce sur quoi on travaille principalement, l'adénocarcinome du pancréas en particulier, un peu les enjeux que ça représente, les difficultés surtout, ce qu'on a fait, sur les travaux qu'on a réalisés dessus et comment est-ce qu'on pense qu'on pourrait améliorer les choses en travaillant sur un aspect plus multimodal avec le tissu et avec de plus en plus d'IA, bien heureusement ou malheureusement. Donc, l'adénocarcinome du pancréas, donc c'est un cancer extrêmement agressif, si vous ne le savez pas déjà, notamment parce que souvent il est diagnostiqué à un stade très tardif. La moitié des patients sont déjà à un stade métastatique diagnostiqué. La plupart sont à un stade métastatique qui n'est pas visible en radiologie. Le potentiel d'invasion est énorme. Donc, très rapidement, on a des métastases qui apparaissent, même pendant la récupération de la chirurgie, par exemple. Et c'est un cancer qui est extrêmement chimio-résistant. Évidemment, il est résistant à toutes les autres thérapies ciblées et toutes les immunothérapies qui ont été développées jusqu'ici. Et donc, tout ça, ça aboutit au fait que ces patients ont une survie en moyenne, enfin, moins de 10% des patients qui survivent à 5 ans après le diagnostic de ce cancer. Alors, c'est pas anodin. Non seulement c'est un cancer agressif, mais en plus, c'est un cancer dont l'incidence est en constante augmentation. Ça double à peu près tous les 10-20 ans. Et on estime que d'ici 2040, ça sera la deuxième cause de décès par cancer euh, en Europe et aux États-Unis. Et ça représentera environ 11% de tous les décès par cancer, même si c'est finalement un cancer relativement rare encore aujourd'hui. Alors, une des raisons aussi plutôt biologiques, là pour le coup, pourquoi est-ce que c'est si agressif? Donc, il y a une énorme hétérogénéité de ces tumeurs-là, elles sont toutes très différentes. Donc, il y a une hétérogénéité entre les patients, évidemment, avec certains qui survivent longtemps, d'autres non, certains qui finissent quand même par être sensibilisés enfin, sont sensibles à la chimiothérapie, par exemple. Mais peut-être ce qui est plus intéressant, c'est que c'est une tumeur, en fait, qui est majoritairement pas de la tumeur. Donc, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, on a environ 70% de la masse tumorale qui n'est pas de la cellule tumorale, mais une réaction desmoplastique, donc un stroma extrêmement abondant. Et donc tout ça, ça induit une hétérogénéité très importante à la fois des cellules tumorales, mais aussi du stroma qui est variable en fonction de la position dans le de la tumeur. Donc on a énormément travaillé sur la description de cette hétérogénéité, donc à la fois du compartiment épithélial, où on a montré qu'il y avait grosso modo deux grands phénotypes de cellules tumorales, en fait, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans le cancer du sein, le cancer de la vessie, etc. On a montré que ce phénotype-là était évidemment, que la tumeur elle est génétique, il n'y a pas de souci, mais le phénotype est épigénétique, et qu'en fait, on a montré qu'il y avait une certaine plasticité entre ces phénotypes-là, ce qui induit encore plus d'hétérogénéité intratumorale. Ensuite, on s'est intéressé à l'hétérogénéité plutôt du compartiment stromal, avec différents types de fibroblastes, avec différents infiltrats immunitaires qui sont très variables, même au sein de la tumeur. Et donc, on a essayé de saucissonner, ce qui finalement est probablement beaucoup trop compliqué, mais les patients en fonction de la combinaison entre leur contingent épithélial, le phénotype de leur contingent épithélial et la diversité stromale qu'ils peuvent avoir dans ces tumeurs-là. Donc, tout ça nous a beaucoup aidé pour comprendre la tumeur. Donc, on a beaucoup d'informations physiopathologiques et ça a un impact pronostique extrêmement important. Donc, typiquement, le meilleur prédicteur de la métastase, c'est un certain type de stroma. Donc, tout ça, on l'a appris comme ça. Mais on n'avait que des informations pronostiques. Ce qui nous manquait, c'était un peu, d'accord, mais ça ne nous aide pas du tout à choisir le traitement. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait les voir, ces phénotypes. On pouvait les observer. Parce que, donc, on a beaucoup travaillé avec on a un nanapathe en France qui est très impliqué dans le cancer du pancréas, qui est à Beaujon, Jérôme Cross, et on a du coup essayé de voir si on pouvait faire le lien entre ces phénotypes de stroma et de tumeurs et l'histologie. Et donc, ce qu'on fait classiquement dans ce genre d'approche, c'est qu'on découpe ces gigantesques images de plusieurs milliards de pixels en tuiles, en petites tuiles, pour travailler de façon plus correcte. On a d'abord essayé de séparer ce qu'était la tumeur et ce qu'était du stroma, ce qui est finalement relativement simple, mais quand même pas anodin. Et alors, désolé pour les diapos, mais du coup, on a retrouvé ces différents phénotypes sur l'histologie. On a donc des prédicteurs qui permettent de dire si une tuile, en particulier la tumeur, est plutôt classique, plutôt basale, donc les phénotypes tumoraux, mais aussi on a pu classer les différents types de stroma à partir de l'image. Donc, on a des corrélations qui sont plutôt acceptables par rapport à l'ARN, qui a d'autres problématiques. Tout le monde a des problèmes là-dedans, que ce soit l'histologie ou l'ARN. Et ça nous a permis en fait de peindre la tumeur. Donc vraiment, on a pu identifier comme une mosaïque dans telle partie de la tumeur, c'est plutôt tel type de stroma, dans telle partie de la tumeur, c'est plutôt tel type de phénotype épithélial.
Et donc ça a été très utile pour pas forcément classer les patients, même si on l'a quand même fait, hein, parce qu'on va se retenir, mais plutôt d'essayer de comprendre la composition de ces tumeurs-là et la position de chacune de ces phénotypes, mais surtout la composition des patients. Et on a quand même globalement, hein, des patterns qu'on pourrait mettre en avant sur des tumeurs qui sont quand même bien différenciées avec un certain type de stroma, etc. Il y a vraiment une très bonne concordance entre ces deux choses-là, stroma-tumeur. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait des patients qu'on appelait hybrides. On avait vraiment les deux types de phénotypes qui étaient totalement concomitants et parfois de façon très proche. Donc voilà, donc on avait tout ça. Je vous montre pas les courbes, hein, parce que en fait, ça n'a pas d'intérêt de faire du pronostic en cancer du pancréas. Tout le monde décède. Et ça n'a pas d'intérêt d'un point de vue thérapeutique. On fait tout ce qu'on peut, leur donne tout ce qu'on peut pour essayer de rallonger leur survie. Et du coup, on avait un manque important d'essayer de faire du theranostic ou du prédictif sur les thérapies qu'on a actuellement. Et alors, c'est un petit peu mon petit plaisir que je présente à chaque fois, je suis désolé. Il y a énormément d'informations théranostiques dans l'ARN. Je sais que toute la médecine de précision, pour l'instant, est principalement basée sur l'ADN. Mais je vais essayer de vous montrer qu'il y a de l'information ailleurs. Donc, il y avait pas mal de cribles qui ont été faits il y a maintenant assez longtemps, il y a une dizaine d'années, sur des milliers de lignées cellulaires où les gens ont testé, surtout au Broad, les gens ont profilé ces lignées évidemment, donc avec du copy number, de l'exome, ce que vous voulez, de l'ARN et de la méthylation d'ADN, et testé des centaines, voire maintenant presque un millier de drogues, donc des tests pharmacologiques classiques, genre l'IC50. Et ce qui se passe, c'est que l'information prédictive pour savoir si une thérapie va fonctionner ou pas dans ces lignées-là, elle est très largement supérieure, cette information, dans l'ARN que dans l'ADN, le copy number, voire même la méthylation. Et quand on commence à faire des modèles un peu multivariés, on se rend compte que toute l'information est dans l'ARN. Donc on est parti de cette idée-là et on a essayé de développer des signatures ARN prédictives de la chimiothérapie dans le cancer de pancréas. Donc on a refait pareil, mais dans une moindre mesure, avec une quarantaine de lignées primaires dérivées de cancer du pancréas, pour lesquelles on a fait la pharmacologie de la gemcitabine. On a identifié des lignées qui étaient sensibles, des lignées qui étaient résistantes. On a fait évidemment le transcriptome parce qu'on pense qu'à ça tous les jours. Et on a identifié une signature qui séparait un peu ces lignées sensibles ou résistantes à la gemcitabine, qu'on a appelée GemPred. Euh, euh, Plus quand c'est sensible et moins quand c'est résistant. On a ensuite puisque les choses ont évolué, on a eu accès à un certain nombre d'organoïdes dérivés de patients pour lesquels on a fait exactement la même chose pour améliorer la signature. Et effectivement, donc là, vous avez des courbes de survie de patients qui ont reçu la gemcitabine. Les patients prédits par l'ARN de leur tumeur, GemPred+, vivaient un peu plus longtemps avec de la gemcitabine que quand ils étaient prédits résistants à la gemcitabine. Donc ça, on l'a validé ensuite, rétrospectivement, dans un essai randomisé dans lequel les patients étaient randomisés pour savoir en adjuvant, donc après la chirurgie, soit de la gemcitabine, soit du FOLFIRINOX, qui est un cocktail de 3 chimiothérapies. Et donc, les courbes sont un peu longues à expliquer, mais en gros, il y a une énorme différence de survie dans le bras gemcitabine. Il n'y a aucune différence de survie dans le bras FOLFIRINOX de la signature dite GemPred. Donc, encore une fois, là, c'est un RNA-seq sur du FFPE, ce qu'aujourd'hui, on fait assez facilement, pour pas cher surtout. Et donc, voilà, donc il y a une interaction statistique. Donc, c'est juste pour montrer qu'on a une signature qui est effectivement theranostique, qui prédit la réponse à la gemcitabine dans le cancer du pancréas. Donc évidemment, on a continué, on a une signature FOLFIRINOX, on essaie de faire évoluer les choses. Et là, ce que je vous montre, c'est toujours cet essai randomisé pour lequel on a défini une signature FOLFIRINOX, une signature gemcitabine. Et si on classe les patients en fonction de s'ils ont reçu la drogue pour lesquels on les prédit sensibles pour la drogue qu'ils ont effectivement reçue, donc ils ont matché, mais rétrospectivement, on a une survie qui est bien supérieure que les patients qui sont double résistants pour les deux chimiothérapies ou qui n'ont pas reçu la bonne parce qu'on prédit sensible à celles qui n'ont pas reçu. Donc il y a vraiment une information importante, je pense, dans l'ARN, et c'est ça que je vais appuyer, pour essayer de définir la meilleure thérapie. Et ici, ce sont des chimiothérapies, c'est pas des immunos, c'est pas de la thérapie ciblée, c'est vraiment la chimiothérapie. Voilà, alors, on a un énorme challenge en ARN par rapport à l'ADN, par contre, je l'admets, c'est que quand on fait un transcript, quand on fait un exome d'une tumeur, moins il y a cellules tumorales, plus c'est dur de trouver la mutation, mais on la trouve. Quand on fait le transcriptome, eh ben, on fait le transcriptome de toutes les cellules qu'on trouve. Les ARN sont les mêmes, jusqu'à ce qu'on fasse des modifications de l'ARN, mais ça, c'est notre histoire. Donc, on mélange tout, on a le transcriptome de tout. Sauf que, en fonction de la quantité de stroma, en fonction de la proportion de cellules tumorales, du type de stroma, du type de contaminant, et on en a toutes sortes, croyez-moi, on n'a pas du tout le même profil transcriptomique et du coup, les signatures sont biaisées. Donc, il y a un avantage énorme à regarder l'image, puisqu'on sait que ça marche bien, qu'on sait qu'on arrive à voir des phénotypes moléculaires avec l'image.
Il y a un avantage énorme à combiner image ARN pour le diagnostic, pour améliorer ces signatures diagnostiques, et puis évidemment pour comprendre un petit peu les différents patterns phénotypiques qu'on trouve dans ces tumeurs-là. Et donc c'est là-dessus que Taï va vous présenter son travail de thèse, si j'y arrive. On n'est pas coordonné sur les slides. Euh, Bonjour tout le monde. Je suis Taïb Borrega, je suis en deuxième année de thèse avec Rémi et Jérôme. Donc, je vais vous présenter une petite partie de mon travail en thèse. Donc, dans le titre, je vous ai mis histologie et moléculaire et intelligence artificielle parce qu'en fait, on cherche à comprendre le lien entre deux mondes différents, qui est le monde du moléculaire et le monde de l'histologie, à travers de l'intelligence artificielle. Bon, d'accord. Et donc, l'objectif, c'est de déchiffrer en fait cette hétérogénéité tumorale de cancer du pancréas, qui est très élevée. On va profiter des slides de numérique qui sont de très haute résolution avec des outils puissants d'intelligence artificielle afin d'établir une espèce de catalogue ou d'atlas morphomoléculaire qui est descriptif de tous les phénotypes du cancer du pancréas. Donc, il faut être un peu stratégique parce que le cancer du pancréas est très hétérogène. Donc, notre dataset, on a 100 patients à peu près. Et dans chaque patient, on a sélectionné des régions d'intérêt. Ce sont des petites régions, 3 à 8 régions par patient. Donc, en gros, on a 407 petites régions d'intérêt qu'on va microdisséquer et passer en RNA-seq bulk. Donc, on a vraiment un dataset matché entre l'image et le moléculaire. Ce qu'on va faire, c'est utiliser une technique de deep learning qui s'appelle multiple instance learning. Donc, premièrement, on va profiter de la haute résolution de l'image. On va découper en petites tuiles. Chaque tuile va passer par un extracteur de features. Ce sont des modèles pré-entraînés sur de l'histologie qui vont nous donner un vecteur de caractéristiques morphologiques qu'on va exploiter par la suite. Donc, chaque tuile va avoir son propre vecteur. Après, je vais faire un petit modèle de 3 couches seulement que je vais entraîner sur ces tuiles-là. Donc, en premier lieu, je vais prendre en entrée les tuiles. Je vais avoir une prédiction par tuile. Et après, je vais faire une moyenne par la région pour avoir une prédiction par région. Et donc, on peut faire des prédictions sur les gènes, sur les pathways et même sur des signatures phénotypiques. Donc, pour les signatures, par exemple, j'avais entraîné sur à peu près une cinquantaine de signatures. J'avais fait des modèles avec un seul output, donc une signature, un modèle. Et j'avais des résultats très significatifs sur les phénotypes majeurs du cancer du pancréas, qui sont un peu faciles à prédire, mais on avait aussi des très bons résultats sur des phénotypes un peu mal décrits, des phénotypes de CAF ou des phénotypes immunitaires. Après, nous nous sommes dit, pourquoi pas, on essaye de prédire les gènes ou les pathways. Par contre, prédire 17 000 gènes à peu près que j'avais sélectionnés, c'est pas facile parce que ça prend beaucoup de temps d'entraînement. Donc, on a fait un modèle multi-output. Donc, on va prédire toutes les gènes à la fois. Et on a un très grand nombre qui a des très bonnes corrélations en entraînement et en validation. Mais en fait, les résultats sont bien, mais on veut les visualiser pour les valider. Donc ici, vous voyez par exemple, on a une petite région qui a été microdisséquée. Et ce qui est bien avec le multiple instance learning, c'est qu'on peut revenir à la prédiction sur la tuile et voir où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on prédit bien. Donc là, on a deux gènes marqueurs de phénotype classique. Le phénotype classique, ici, c'est lorsqu'il y a des glandes tumorales bien structurées. Donc, si vous voyez dans l'image, il y a à peu près 3 régions bien distinctes. Et au milieu, on a le stroma au milieu. Donc, vous voyez, ces deux gènes-là sont très bien prédits, sont très exprimés dans les zones classiques et ne sont pas du tout exprimés où il y a le stroma. Donc, on confirme qu'il y a de l'information morphologique qui est liée au moléculaire et que c'est pas du hasard et on confirme cette hétérogénéité du cancer du pancréas. Donc, pour les perspectives, on aimerait encore creuser le lien entre le moléculaire et le morphologique afin de créer cet atlas descriptif des différents phénotypes et faire l'analyse spatiale entre tout ce qu'on trouve
Et aussi, une perspective qu'on pourrait faire, c'est de corriger le transcriptome. Comme Rémi vous a dit, dans une microdissection, par exemple, on a tous les gènes de toutes les cellules tumorales ou non tumorales. Par contre, si on peut revenir à la prédiction par tuile, on peut positionner tous nos tuiles tumorales et avoir un transcriptome corrigé par la suite. Donc voilà, je voulais pas mettre trop de détails. J'aimerais remercier tous mes encadrants et mon équipe et toute personne ou organisme qui ont contribué à l'avancée de mes recherches et je vous remercie pour votre attention. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un devis de Vivia HD, mais donc là, il y a 40 000 € d'RNA-seq 100 patients et on peut faire 1 000 slides. Oui, oui, bien sûr, on en fait. On en fait plutôt du non HD, hein, je suis désolé, on n'a pas assez d'argent. Mais le problème, à vrai dire, du Visium, c'est que la coloration est assez différente. Donc, on a des soucis de normalisation de coloration sur l'histologie qu'on est en train de gérer. C'est pas si grave que ça. Euh, à vrai dire, moi, ce que j'aime pas avec le Visium, c'est que les données sont vraiment très scarces. C'est du single cell, c'est du mauvais niveau du single cell. Et ça, c'est particulièrement gênant. Après, ça se combinerait très bien avec le désavantage qu'on peut avoir là-dessus sur une prédiction relativement imparfaite, quand même, dans certains cas, de certains gènes. Mais oui, on en fait. Enfin, on est en train de regarder, absolument. Mais, pas le HD, mais l'autre. Alors, on essaye. Ça marche plutôt pas mal en Wolfia Inox, mais ça marche pas du tout en gemcitabine. C'est pas du tout. Pour moi, c'est non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ne serait-ce que parce que la grande majorité des échantillons, là, c'est des belles pièces opératoires, des toutes petites biopsies, et puis il y a un protocole, il y a un protocole qui s'appelle backup en cancer du pancréas, où pour ne pas gâcher, pour ne pas perdre de temps, on ne fait pas le RNA-seq sur le tissu, mais sur la rinçure de l'aiguille de la biopsie. Alors, ça marche beaucoup mieux que ce qu'on espérait. Et là, il n'y a pas d'image. Donc, non, non, pas du tout. Pour moi, enfin, je ne suis pas un grand fervent de la prédiction sur l'image, parce que souvent on n'en a pas, ou qu'elle est trop de mauvaise qualité. Par contre, c'est le niveau d'information qu'on a sur la contamination du transcriptome, elle est inégalée. Et dans la grande majorité des cas, surtout en recherche, hein, pas en clinique, quand on fait un transcriptome, on a l'image. Surtout quand on microdissèque, on a un microdissecteur mécanique qui est plutôt simple à utiliser, bah, on voit ce qu'on fait. Donc, les anapathes, ils voient, mais bah, ils ne font pas des features vecteurs énormes qu'on peut analyser. Par contre, quand on a un scan, oui. Donc, je trouve que c'est la meilleure manière d'appliquer l'ARN en clinique. Voilà, c'est un point de vue personnel, hein. Et la signature que vous sortez de prédiction de réponse à la chimio, ça a été sur un différentiel entre des données sensibles et pas sensibles. Quand on voit le poids du stroma et de micro-environnement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi à aller chercher du côté de ce stroma une information complémentaire qui pourrait encore améliorer les performances? Ça sera une signature différente. C'est une signature différente. Donc, améliorer les performances. Oui, oui, absolument. Donc, donc c'est ce qu'on fait. J'aime beaucoup le préclinique, malgré tous les énormes problèmes qu'on a. Il y en a vraiment plein. Parce que si on fait ça, on ne peut que le faire sur des thérapies qu'on a déjà, pour lesquelles on a déjà suffisamment de patients. Donc, ça veut dire que dans le cancer du pancréas, une fois que j'ai fait le FOLFIRINOX et la gemcitabine, et ben, je suis trop jeune pour partir à la retraite. Donc, on a besoin
de le faire sur les cellules tumorales parce qu'on a besoin d'essayer d'identifier d'éventuelles signatures sur les centaines de drogues qui existent, qui ont été déjà screenées. Maintenant, pour la gemcitabine et le FOLFIRINOX, oui, absolument. C'est évident qu'il faut faire le stroma. Et alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment d'information stromale pour la gemcitabine, mais clairement pour le FOLFIRINOX, on ne sait pas du tout encore pourquoi. Et à vrai dire, l'image est plutôt plus pertinente, plus efficace pour ça, étrangement. Parce que il y a beaucoup d'architecture tissulaire qu'on ne voit pas forcément en ARN, enfin qu'on devine, mais l'organisation de la collagène est extrêmement variable entre les patients au sein de la tumeur, etc. Donc là, on fait la comparaison, on va faire la comparaison euh, avec la future collègue de Taïb sur l'organisation du tissu, du stroma autour de la glande tumorale, autour des cellules tumorales, et on sait déjà que c'est prédictif.